Bonjour à tous, on est donc aujourd'hui mercredi 3 mai pour un webinaire consacré à YouSlide. Donc notre invité du jour c'est Estelle Bagot, cofondateur de YouSlide. En- Ce qu'on va donc aborder aujourd'hui en termes de thème, donc c'est ce qu'on appelle la formation enrichie, hein. On va déjà définir ce que ça veut dire. On va voir la solution logicielle côté élève et également côté enseignant. Et donc on va évidemment utiliser le produit en direct. Un petit point d'actualité sur les, les ateliers et webinaires à venir. On a toujours dans notre programmation un atelier prévu sur la partie filtrage web en établissement scolaire avec la société Van Garden. On n'a pas encore retenu de date. Et sinon, pour le mois de mai, alors là, cette fois-ci, c'est un atelier en présentiel, hein, en réunion physique et non pas numérique. On a prévu donc un atelier à Pontivy, au lycée Jeanne d'Arc de Pontivy, sur la thématique des réseaux et de la sécurité. Et notre intervenant, ce sera la société Retis, qui a été fournisseur justement pour cet établissement. Voilà. Euh, donc Estelle, bah, je vous laisse, ou je te laisse, hein, puisqu'on se tutoie, euh, te présenter, nous expliquer qui tu es, qui est YouSlide, et puis et nous expliquer ce qu'est la formation enrichie et à quoi sert YouSlide. D'accord, alors avec plaisir. Donc, je suis Estelle Badou, cofondatrice de l'entreprise Eliga. Et donc, nous développons l'outil YouSlide qui permet de faire des présentations enrichies dans deux contextes principaux, l'événementiel et le secteur éducation-formation. Et c'est sur ce deuxième secteur qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et donc, dans l'éducation, YouSlide permet de faire des formations enrichies. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est ce concept-là. Je vais vous montrer ce que voient les élèves. Et puis, dans un deuxième temps, vous verrez ce que voit l'enseignant. Alors, l'idée là, c'est que tout le monde puisse se connecter à l'application. Donc là, je vais vous demander d'ouvrir votre navigateur et d'aller sur l'URL qui s'affiche là sur votre écran, http://uslide.io/netec. uslide.io/netec. Et au fur et à mesure que vous allez vous connecter, je vais prendre la main avec l'aide de Patrick pour vous montrer les différentes vues, donc la vue élève et la vue enseignant. Patrick, est-ce que tu peux venir Oui. remettre la vue élève et la vue... Alors, quand je dis la vue enseignant, c'est plutôt encore... On va vous montrer deux fois ce que voient les élèves. Ce qui est diffusé sur le tableau. Donc c'est ce que vous verrez sur ça c'est ce que voit l'élève. Donc Ça, c'est la vue élève. et on va À vous mettre côté, dans Opera, puisqu'on va jouer avec différents navigateurs pour faciliter ce que voient les différents intervenants. Donc l'élève sous Chrome, dans Opera, donc ça c'est la vue projetée, hein, donc ce qu'on peut projeter à l'aide d'un vidéoprojecteur, d'un tableau numérique, peu importe le support, dans une salle de formation. voilà. Alors, on va commencer par la vue élève. Donc, je vais commencer à vous montrer ce que permet de faire l'outil. Donc, on va s'intéresser à la fois au fond et à la forme là de ce que je vous montre. Donc, USlide, c'est un outil qui permet d'amener de l'interactivité dans des contextes donc d'éducation, aussi bien dans l'enseignement supérieur qu'avec des élèves de lycée, de collège ou de primaire. L'idée étant de travailler en pédagogie active, je dirais même en pédagogie interactive, de manière à ce que l'élève soit au centre, au cœur de la formation. Alors, je vais commencer par vous poser une première question sur ce qu'est pour vous la formation enrichie. Donc là, en un mot, on va pouvoir écrire une contribution. Moi, je vais jouer le rôle de l'élève. Voilà. Alors la formation enrichie, on met chacun Un seul. mot, on valide. Et puis, je vais vous montrer en même temps ce qui se passe sur l'écran que l'on projette donc sur le tableau. Chaque mot qui est amené par un élève, donc depuis un mobile, depuis son ordinateur, depuis une tablette, est retranscrit en direct sur l'écran que l'on projette là. Donc,
L'apprenant envoie son mot, il apparaît en temps réel sur l'écran. Plus le mot est repris un nombre de fois important, plus il va prendre une place importante sur le nuage. Donc là, moi je viens de recontribuer avec le mot dynamisme. Et donc vous allez voir que ce mot-là, du coup, vient prendre une place dans le nuage qui est plus importante que celle des autres. Hop, j'envoie un nouveau mot. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Ça permet de savoir ce que... Ça permet de faire du brainstorming, ça permet de savoir ce que on associe comme notion avec un concept ou une notion donnée. Et à partir du moment où je vais arrêter l'activité, je fiche le résultat, je fiche le nuage et je partage en même temps avec l'élève le nuage que vous voyez vous aussi apparaître sur votre écran. Voilà. Alors je vais repasser sur le grand écran là sur ce que vous avez à l'image. Alors qu'est-ce que c'est la formation enrichie? C'est une formation, on va venir enrichir un support qu'on aura travaillé auparavant, donc c'est 80% des pratiques de la formation aujourd'hui, c'est des supports qui sont préparés avec PowerPoint, qui sont le support de base sur lequel l'enseignant va venir dérouler sa formation, à partir sur lequel il va s'appuyer. L'idée avec la formation enrichie en pédagogie active, c'est d'aller ajouter des temps, des moments qu'on va venir insérer dans le support, voire mettre de moins en moins de support et aller presque vers de la pédagogie inversée, même si c'est pas l'objet là exactement de ce que je décris dans la pédagogie enrichie ou la pédagogie interactive. Mais l'idée c'est quand même vraiment de chercher à engager, impliquer les apprenants sur leur formation. Et de manière plus globale, en fait, ce qu'on cherche à faire en formation enrichie, c'est mettre l'apprenant au cœur du système de formation, c'est-à-dire que le centre de gravité soit moins porté sur l'enseignant et davantage sur l'apprenant. Bon, c'est quelque chose que les enseignants connaissent bien depuis quand même de nombreuses années, hein, pour avoir moi-même passé par cette étape de concours enseignant. On était déjà dans cette pédagogie il y a 15-20 ans. Ça fait un moment qu'elle existe, qu'elle a été d'ailleurs très bien décrite sur le plan académique. Sur le plan théorique, on va dire. Voilà, sur le plan théorique. Elle n'est pas forcément toujours mise en œuvre. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de volonté de le faire, mais c'est pas forcément évident de réorganiser son support de formation et son cours pour le rendre interactif. C'est tout l'objet du slide, c'est vraiment de travailler sur ce contenu pour qu'on le rende plus vivant, plus dynamique. Alors, quand je parle de dynamisme, là, il y a une photo qui est un petit peu dans la provocation, mais vous voyez bien l'idée. En fait, l'idée avec ce slide, c'est qu'on rende les apprenants acteurs, contributeurs, qu'ils soient vraiment engagés et actifs. Et alors, cette image est assez parlante parce que j'ai assisté moi à plusieurs cours qui ont été donnés avec YouSlide. Et au bout d'un moment, alors les apprenants, je les ai pas vus s'allonger comme ça sur la table, mais par contre, je les ai vus glisser gentiment dans le fond de leur siège. Et ce qui est intéressant quand on utilise une pédagogie interactive et qu'on fait avec YouSlide par exemple, c'est que au moment où on lance une activité, comme le nuage de mots qu'on vient de faire ensemble, il y a une remobilisation physique de l'apprenant qui se remet droit dans sa chaise, qui sort son téléphone, qui regarde son voisin, et donc il y a une vraie action sur ces parties interactives, y compris sur l'engagement physique de l'apprenant de l'élève sur son cours. Oui, il redevient acteur. Voilà. Okay. Y compris physiquement. Alors, quel est l'objectif? Donc, c'est de faire passer les élèves de cette posture passive à une posture plus active grâce à l'enseignement interactif. Donc, l'idée, c'est de les rendre plus engagés sur le contenu. Vous avez compris déjà l'idée qu'on a décrite plusieurs fois. Il y a des études qui ont été menées, j'en cite une là, il y a aussi des acteurs rennais, je pense à l'enseignant-chercheur Nicolas Michinov, qui est enseignant-chercheur en psychologie, qui mène ce type d'études aussi, sur l'impact de l'utilisation d'une pédagogie interactive comparée à une pédagogie traditionnelle, sur le nombre d'élèves décrocheurs. Donc, ils ont mesuré, cette étude a mesuré qu'il y a 1,5 fois plus d'élèves à décrocher avec un enseignement traditionnel qu'avec un enseignement interactif. Alors, souvent, quand on démarre une formation interactive, on démarre avec une première question que je vais vous relancer là, qui est une question
dénué d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va chercher surtout à leur faire maîtriser, donc voilà ce que voit l'élève, on peut choisir sa réponse, maîtriser l'outil, le prendre en main sans qu'il y ait vraiment d'enjeu là sur cette question. Et vous voyez un impact là sur l'écran qui est l'impact temps réel. Donc dès qu'un élève répond sur son téléphone, il va envoyer l'impulsion qui va être partagée avec l'ensemble des participants sur l'écran qui est projeté sur le tableau. Je vais vous en montrer d'autres exemples tout à l'heure, mais voilà un premier exemple d'interactivité et surtout vous voyez là un exemple de la technologie qui est multi-écran et temps réel. Donc dès qu'une action est faite par l'élève, elle est retranscrite sur le tableau. Alors, si on fait un petit point technique, uSlide c'est un outil web qui n'a pas besoin d'être téléchargé et qui ne nécessite aucune installation sur le poste élève. Donc, on n'a pas de plugin installé, on n'a rien à télécharger sur un store d'application. C'est du format web, donc ça s'affiche comme une page web. Vous avez vu vous-même, hein, vous êtes allé sur http://uslide.io/netec. L'objectif étant qu'on connecte les élèves en une dizaine de secondes. Il ne faut pas que ça prenne beaucoup plus de temps. Donc la technologie web pour ça est intéressante. Elle est compatible avec l'ensemble des terminaux, peu importe la marque ou le système d'exploitation. Donc ça marche avec de l'ordinateur, de la tablette, du smartphone, du smartphone Android, iOS, Windows, vraiment peu importe. Et l'autre intérêt de la technologie qu'on propose, c'est le côté temps réel. Donc, vous voyez, là, dès que le prof, donc moi je représente là, donne l'impulsion pour changer le contenu qu'il diffuse sur le tableau, il donne la même impulsion sur l'ensemble des écrans des élèves en même temps. Pour l'instant, vous, en tant qu'élève, vous ne pouvez pas naviguer dans le contenu, vous êtes obligé d'être sur la page que moi je propose. Et sur cette page que je vous propose, vous avez déjà un certain nombre d'actions. Vous pouvez par exemple, alors je vais retourner sur la vue élève là, annoter le contenu que je vous diffuse. Donc ici dans la barre de droite, donc j'ai cliqué ici sur le petit symbole en bas, vous avez plusieurs actions possibles. On va se concentrer sur l'action qui représente la feuille qui écrit un crayon. Là, je peux prendre mes notes. Ces notes que je prends en tant qu'élève sont des notes que moi seule peux voir. Le formateur ne peut pas les voir et mes autres camarades de classe non plus. Et ce sont des notes que je peux reconsulter sur le site ou que je peux choisir de me télécharger avec l'option ici de téléchargement des notes. L'intérêt, c'est que chacune des notes que vous prenez est prise sur une page donnée. Donc là, en l'occurrence, j'ai associé les notes avec la page en cours. Et quand je vais télécharger mon contenu, je vais télécharger la note associée à la slide sur laquelle elle a été prise. Autre élément qu'on va pouvoir regarder maintenant dans cette partie à droite avec les différents menus et les différentes actions possibles, c'est la bulle de discussion qui ouvre un panneau qui s'appelle Messages. L'objet de ce panneau, c'est de permettre aux apprenants de contribuer quand ils veulent avec tout type de contribution. Donc, on peut penser à des questions, très majoritairement ce sont des questions posées sur le cours lui-même, mais ça peut être aussi des affirmations ou des phrases des négatives qui peuvent amener un accord, un point de vue autre que celui amené par l'enseignant, etc. L'idée étant là d'ouvrir un espace d'expression. Donc allez-y, hein, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez y aller là dans cet espace-là. D'ouvrir un espace dans lequel les apprenants écrivent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors là, c'est pareil, Nicolas Michinov, l'enseignant-chercheur, a mené quelques études là-dessus et a mesuré les types de contributions qui étaient amenées. Je crois que de mémoire, c'est quelque chose comme 80% sont des questions liées directement au cours et les autres contributions, que moi, donc là, je reçois en temps réel, sont des contributions qui sont annexes ou enfin connexes au cours. Ça va être souvent on a trop chaud, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre, il y a un reflet sur l'écran, on voit pas bien, est-ce que vous pouvez tirer le rideau, donc des choses qui sont pas du tout inintéressantes en tant qu'enseignant à savoir. Donc ces contributions je les reçois en temps réel et là je vais vous en montrer quelques-unes. Donc si je retourne sur la vue que je projette sur le tableau, donc le grand écran, j'ai reçu ici plusieurs contributions et je peux sélectionner les contributions une à une, c'est ça? Voilà, donc là il y a une modération qui est en place sur cette fonctionnalité-là.
Donc c'est moi, enseignant, qui choisis d'afficher ou de ne pas afficher, je peux aussi très bien supprimer des choses, hein, les contributions que j'ai envie de traiter un peu au fil de l'eau. Donc là, le traitement, il est au fil de l'eau. Vous voyez, pour l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous ai jamais demandé de vous identifier. Donc c'est pas du tout une étape obligatoire dans l'outil. Pour l'instant, vous avez juste eu l'URL et vous pouvez contribuer sur le cours. Sauf là, en l'occurrence, celui qu'on voit s'afficher, Patrick Royer, lui, c'est connecté. Voilà, lui c'est C'est connecté l'exception. et lui, par exemple, ne l'est pas. Enfin, en l'occurrence, Oui, là, par contre, cette contribution, on voit que c'est quelqu'un qui est anonyme. voilà. Ouais. D'ailleurs, l'anonymat, on peut l'imposer. On peut très bien décider que toutes les contributions seront anonymes, que l'élève ait un profil ou pas sur l'outil. On va dire les contributions seront anonymes. L'idée étant évidemment d'enlever les barrières de j'ai une question bête, je ne veux pas la poser. Parce que même si elle est à l'écrit mais que son nom s'affiche, on va avoir tendance peut-être à ne pas la poser. Donc là, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'expression au maximum. Alors, en termes d'affichage, on peut afficher comme ça en bandeau déroulant par-dessus n'importe quel type de contenu pour les prendre au pied levé. Et on peut aussi proposer des affichages façon mur de contribution, où là, je souris parce que je viens de recevoir une question rigolote. Je vais vous la montrer. Ah. C'est l'enseignant qui choisit de regrouper les contributions selon ses propres critères. Il affiche ici que lui, il a choisi de regrouper. Donc, c'est assez intéressant, par exemple, ici, d'afficher un point de vue pour et un point de vue contre, par exemple. L'idée étant derrière d'aller créer un débat, par exemple, avec son groupe d'élèves. Évidemment, ce type de traitement là, quand ce mur de message, c'est donc une des pages de ma présentation, l'idée est de s'arrêter à un moment de respiration dans le cours pour traiter les questions des élèves. Soit on le fait pendant le cours comme ça, si on est à l'aise avec son support, si on est à l'aise avec son groupe, si on est à l'aise avec l'outil. Sinon, on regroupe les contributions et les questions et on les traite en ouverture du cours suivant, par exemple. Voilà. Alors pour l'instant, vous avez vu que les contributions et les actions possibles étaient quasiment toutes à l'initiative de l'élève. Je vais vous montrer maintenant des contributions un peu plus organisées, prévues, où je vais aller solliciter mon groupe de façon macro. Donc je vais proposer des activités à certains moments de mon cours pour faire travailler les élèves sur un sujet avant de leur apporter l'explication théorique, par exemple, ou à l'inverse, pour vérifier qu'après mon quart d'heure de théorie sur la mécanique des fluides, j'en ai pas perdu les trois quarts, et que si jamais j'en ai perdu un bout du groupe, savoir sur quoi je les ai perdus pour que les 5 minutes qui viennent, je les passe sur le bon sujet. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer des nouveaux formats que vous n'avez pas vus pour l'instant, et cette activité-là, je vais la gamifier. Donc là, ce qu'il faut que vous fassiez maintenant tous, si vous voyez l'écran, c'est que je vais vous demander de vous créer un profil, puisque l'activité qui va venir, moi en tant qu'enseignant, j'ai besoin de savoir quel élève a répondu, qui a répondu quoi en substance. Et même pour vous, élèves, je vais afficher à la fin de ces deux questions-là, j'ai fait quelque chose d'assez court, mais un classement qui va me permettre d'afficher le top 5. Donc l'idée de ces contributions, si vous voulez rester anonyme, vous pouvez, hein, mais c'est de cliquer ici sur le menu et d'aller dans la partie login en vous créant un profil ici. Donc vous voyez que dans la création de profil, on peut se créer un profil avec un compte existant. Nous avons également un profil compatible avec Moodle. Ou alors on se crée qui n'apparaît pas là. Qui n'apparaît pas là, voilà, qui est une des options qu'on ajoute, hein, si vous avez choisi cette option. Ou alors on se crée un profil directement dans l'outil avec un mail, un pseudo et donc on s'inscrit. Et un mot de passe, voilà. Okay. Alors je ne vais pas le faire sur ce compte-là. Et donc c'est parti, on va lancer la première question qui va donc vous rapporter des points si vous y répondez bien, mais on va surtout s'arrêter sur la question elle-même, puisqu'il y a quand même un sujet là qui nous intéresse. À votre avis, quel est le pourcentage des connaissances acquises 24 heures après un enseignement traditionnel sous la forme d'un cours magistral? Donc, quel est le pourcentage du cours que l'on retient après un cours, 24 heures après un cours dit traditionnel? Donc là, il y a pas mal d'options. Je vous laisse choisir. Alors oui, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le grand écran. Je vais vous montrer.
Donc là, au fur et à mesure que les participants répondent, on voit la tendance qui se dessine. Hop, je vais proposer une nouvelle contribution sur cette question. On a pu poser la question de savoir combien de pourcentage de connaissances seraient retenues après ce webinaire, non? Voilà, comme il n'est pas traditionnel, normalement, ça devrait être un petit peu plus. Alors, donc, une nouvelle contribution, voilà. Tant que l'activité n'est pas close, je peux changer, me raviser et réadapter D'accord, ma réponse ça en tant qu'élève. interagit en direct, hein. Voilà, donc on voit les Tous les résultats. votes sont comptabilisés. Ok. Et on peut ne pas montrer cette évolution en temps réel aussi. On peut très bien garder à l'écran uniquement le texte de la question. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je ne vais pas vous montrer ce que j'avais pas prévu de vous montrer, donc c'est pas prêt. Et je peux masquer l'évolution en temps réel des pourcentages et des barres là, qui évoluent. Donc la bonne réponse que tout le monde avait bien trouvée, c'est 5%, donc c'est pas énorme. Une deuxième question, à votre avis, combien de temps maximum les étudiants écoutent attentivement dans un cours magistral sans faire de pause? C'est-à-dire, quelle est la durée du temps de concentration pour un élève classique? Ça, c'est une donnée que vous avez déjà certainement eue et que vous connaissez déjà. Pour des cours, alors en plus dans notre système scolaire français, les cours sont assez longs par rapport à d'autres systèmes scolaires européens par exemple. Voilà, donc on voit qu'il y a une hésitation entre 10 et 15 minutes et 15 et 20 minutes. Donc là, on a une petite égalité. Je vais vous montrer la bonne réponse. Donc c'est 15 à 20 minutes, effectivement. Quelle Donc que soit la durée comment dire, de l'intervention, hein, que ce soit un cours d'une heure, de 3 heures, on est euh, concentré pendant on est 15 à 20 concentré minutes de 15 à 20 minutes. avant de décrocher et de penser à autre chose. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut prévoir dans son scénario, dans son plan d'intervention de cours, de mettre cette interactivité si on sait qu'on a une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes de partie plus théorique. Donc on devrait faire des cours uniquement de 20 minutes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les 20 minutes, il faut penser à amener de la variété dans son support. Alors ça peut être de l'interactivité, ça peut être passé sur un format vidéo quand on était sur un format slide avant. Il y a d'autres façons, la palette est très large. Évidemment, l'interactivité, c'est un élément non négligeable de cette palette enseignante. D'accord. Alors, on va regarder là donc les résultats. Donc on a personne qui a donné la bonne réponse, ou j'ai juste pas arrêté les activités. Je vais revenir en arrière. Alors l'idée c'est ici de montrer le classement. Donc on a le top 5 qui s'affiche à l'écran avec un classement. Donc ce que j'avais pas dit, c'est que sur la première question j'avais un critère de rapidité qui faisait que ne pouvait être premier que celui qui avait bien répondu plus vite que les autres. Et donc, ce qui est diffusé sur l'écran élève comporte des informations un peu différentes. On retrouve le classement, le top 5 ici, et l'élève en question retrouve son classement à lui et son score. Donc, il sait se positionner dans le groupe. Et ça, c'est assez intéressant parce que cette information n'est connue que de lui, elle n'est pas connue des autres élèves. C'est une information que voit l'enseignant, lui aussi, il voit le classement de l'ensemble de son groupe, il voit pas que le top 5, il voit tout. Et c'est intéressant, par exemple, pour constituer des binômes, si on travaille en binôme après ce type d'activité, pour créer des binômes avec un élève fort et un élève faible, par exemple. Sans forcément dire à l'élève, forcément leur dire qu'on a construit des binômes sur le niveau de connaissance. Mais voilà, c'est une info qui peut servir en tout cas pour organiser son travail de groupe derrière, entre autres choses. Alors, je vais vous montrer un exemple de séquence pédagogique autour d'un cours d'espagnol sur les ressources naturelles. Donc, un exemple concret de cours qui s'inspire d'un cours réel que j'ai un petit peu organisé à ma sauce. Si vous ne parlez pas espagnol, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir contribuer en français. Donc ici, on a une page d'introduction de la séquence sur les ressources naturelles avec des exemples, des illustrations photos et la question ¿Qué son los recursos naturales? J'essaie de mettre l'accent, hein, mais s'il n'est pas parfait, il ne faut pas m'en vouloir. Qu'est-ce que sont les ressources naturelles? Donc là, j'invite les étudiants, les élèves à réfléchir à la question. Et en fait, je vais les inviter à réfléchir à la question de façon concrète en leur demandant de me donner, eux, ce qu'ils mettent derrière cette définition de ressources naturelles, en un mot. Si je vous dis ressources naturelles, pour vous, c'est quoi?
Alors, Moi, je pense à la mer, mais je sais pas dire la mer en espagnol. el mar, Ah oui, non? c'est ça. Ah, Alors, on va basculer il sur faut pas l'écran. valider, il faut cliquer sur le bouton valider. Ouais, mar, voilà. Et donc, je vais vous montrer là ce qui s'affiche sur l'écran que l'on projette au tableau. Chaque contribution est envoyée par l'élève et est affichée en temps réel sur l'écran. Donc, on voit une nouvelle. Voilà. Donc là, de toute évidence, voilà, on en reçoit quelques-unes au fur et à mesure que vous envoyez vos contributions. L'idée, c'est de les faire réfléchir au sujet. Alors, on a déjà travaillé un petit peu on se projette, on a déjà travaillé dans cette séquence de cours, on imagine, sur le sujet des ressources naturelles. Je leur ai déjà donné des mots. Donc là, je leur demande de faire appel à un vocabulaire qu'on a déjà travaillé et ce sont des mots qui ont également été présentés dans une vidéo que je viens de montrer à mon groupe d'élèves. Donc, je vais arrêter l'activité. Donc là, vous voyez que le nuage de mots apparaît sur votre écran élève également. Et là, maintenant, dans cette séquence pédagogique, je vais inviter les élèves à construire des phrases avec les mots qui ont été amenés par le groupe. Donc, je vais reprendre tout le vocabulaire qui a été amené là et je vais inviter les élèves à discuter autour de ces mots qui vont être nos supports. Et ce qui est intéressant là, c'est que les mots de vocabulaire, la matière première en fait de l'exercice est amenée par l'élève lui-même. Si je déroule ma séquence, ensuite je peux faire une petite partie théorique sur ce que sont les ressources naturelles, donc en l'occurrence l'air, l'eau, la terre, la faune et la flore font partie de cette définition par exemple. Dans la vidéo que j'avais montrée à mes élèves, je leur parlais également aussi de ce désert. Et donc dans la vidéo, il est expliqué où se trouve le désert. Donc suite à cette illustration, par exemple, je vais demander aux élèves de me dire où se trouve le désert. Voilà. Je vais me remettre en élève. Ouais. Donc là, en fait, sur une activité comme ça, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, en fait, je vais vérifier s'ils ont compris la vidéo. Donc, vous voyez là les statistiques qui apparaissent au fur et à mesure des réponses des élèves. Et on voit que tout le monde n'a pas forcément bien écouté, et c'est pas grave, justement, c'est tout ça l'intérêt. Ce désert en question, Las Bardenas, si je vous donne la bonne réponse, il est en Espagne. Donc si les élèves ont bien écouté, c'est bien. La majeure partie des élèves ont bien retenu qu'il était en Espagne. Et dans la vidéo, avant de vous passer à l'exercice suivant, là maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est créer un débat avec mes élèves en amenant cette question sur, donc, ce qui veut dire, quel conseil donneriez-vous pour prévenir le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique. Et là, vous voyez que je peux aussi utiliser l'outil pour amener une petite touche d'humour sur mon cours. Évidemment, la réponse numéro 2, elle est en décalage quoi sur mon cours. Donc, ça dépend évidemment du sujet, ça dépend du tempérament de l'enseignant, mais l'idée ici, c'est de... Parce que la deuxième réponse, si je comprends bien avec mon espagnol de débutant, ça veut dire utiliser sa voiture tous les jours, c'est ça? Voilà, ça veut dire utiliser sa voiture tous les jours. Et a priori, il est plutôt contre-indiqué. Voilà, c'est plutôt contre-indiqué si on veut éviter le réchauffement climatique. Là, on peut choisir plusieurs réponses. On peut aussi faire du sondage, par exemple, avec les élèves sur... là, la question, c'est quel conseil donneriez-vous? Ça peut être aussi que faites-vous, vous, dans votre vie du quotidien, pour lutter contre le réchauffement climatique. Évidemment, l'idée, là, dans un cours d'espagnol, c'est de les faire réagir là-dessus en espagnol. Donc, on se sert de cet élément interactif pour vérifier qu'ils ont bien compris et puis pour les amener à s'exprimer à l'oral. Donc là, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, évidemment. Ah si, il y avait une mauvaise réponse qui était la réponse humoristique. Et donc, on a une égalité sur les deux actions qui s'affichent ici en première position. Dans la vidéo que je montrais, il y avait également un paragraphe sur le parc national de Yaquni. Et donc là, même type de question. Dans la vidéo, il disait où se trouvait le parc. Et donc, je vais demander à mes élèves de me dire dans quel pays
se trouve ce parc. Voilà. Pardon. Donc, si je vais voter, c'est où? En Espagne? Non, c'est en Équateur. Ah, Donc là, tu as choisi ta réponse, mais tu peux te raviser. je- Comme tu es un bon élève et que tu as bien écouté la Voulez-vous vidéo, remplacer votre réponse? Oui. donc l'élève peut se raviser tant que l'activité n'est pas close. D'accord. L'activité se termine quand l'enseignant le décide ou quand on peut mettre un timer, donc on peut cadrer dans le temps l'activité dès le départ et elle s'arrête au bout de 30 ou 45 secondes, voilà, etc. Donc là, la bonne réponse, c'était en Équateur. Et dernier exemple sur ce type d'activité, bon, vous avez compris l'esprit, à chaque fois, c'est de les faire ramener eux-mêmes les. Là, on n'est pas sur de la vérification sur de la compréhension de vidéo, par exemple, ou de texte, mais sur l'expression dans l'idée d'amener un débat derrière. Donc, qu'est-ce que pour vous alors c'est le réchauffement climatique, on est encore là-dessus, hein, au niveau planétaire. Et donc, les élèves amènent un mot et alors, je ne sais pas parler complètement espagnol, mais pollution, danger, voilà, etc. On va pas s'arrêter parce que je vous ai déjà donné un exemple de ce. Donc voilà, toute petite séance de cours qu'on a faite évidemment en hyper accéléré sur un sujet, 2 cours d'espagnol. Alors évidemment, ça peut se répliquer de façon assez simple sur tout un tas d'autres matières. Et je pense que toutes les matières peuvent être peuvent accueillir de l'interactivité, même des matières très scientifiques par exemple. On a des exemples d'enseignants qui font des cours de physique, de maths. Je parlais tout à l'heure de la mécanique des fluides. On a effectivement une enseignante qui donne des cours de mécanique des fluides et qui rend son cours interactif avec YouSlide. Mhm. Ok. Alors, pour conclure cette partie sur ce que voit l'élève, donc cette fois-ci, je m'adresse à vous en tant qu'enseignant, pour savoir ce que vous pouvez envisager de mettre en pratique. Est-ce que vous pouvez envisager de mettre en pratique ce type de pédagogie dans vos cours en étant équipé d'un outil ou pas. Il y a peut-être d'autres façons d'ailleurs de le mettre en place. Mais, euh, donc là, on a 100% des votes Tout le monde est disent oui. convaincu, hein. Alors, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule personne à avoir répondu, je vais répondre Non. non. Voilà. Voilà. Très bien, merci. Et puis, une autre question. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas prendre le temps de vous laisser répondre. Donc, ce que voit l'élève à ce moment-là, c'est une partie où il peut saisir du texte. Donc là, on a une zone de texte libre qui est assez importante. Okay. Donc là, en fait, il n'y a pas de limite. Les participants, les élèves peuvent saisir un texte aussi long qu'ils le souhaitent. Là, par exemple, en fin de journée, je pourrais très bien prendre cet exemple-là si on était en formation de formateur pour vous demander ce que vous pensez pouvoir mettre en place après un webinaire comme celui-là. Ça peut être du brainstorming aussi. Donc, ce qui est attendu là comme format, c'est plutôt du texte long, une phrase ou paragraphe. Pour le format très court, on a le nuage de mots ou les autres formats que je vous ai montrés là tout à l'heure. Voilà. Alors, sur cette partie-là, sur ce que voient les élèves, je vais vous montrer un dernier élément. Donc, merci déjà pour cette première partie. C'est que à la fin de la formation, je peux, moi, en tant qu'enseignant, donner la main à l'élève sur le contenu pour qu'il navigue lui-même. Alors, je vais repasser sur la vue élève juste pour vous montrer. Je vais venir activer en bas de son écran des flèches gauche-droite. Ah oui, voilà. Ici, on les voit apparaître. Pour que, en asynchrone, lui, en tant qu'élève, il reprenne tout mon support de cours, qu'il se retrouve ses notes, qu'il puisse reconsulter le support, re-regarder les vidéos, et je peux remettre toutes les activités à zéro pour qu'il les refasse. Il peut se retester en autonomie sur ses connaissances. Et je peux venir ajouter, je peux modifier ce contenu, je peux toujours venir ajouter des nouvelles choses, leur demander de travailler en gardant la même URL sur le contenu du cours de demain, commencer à leur poser des questions, ou qu'ils m'envoient des questions sur le cours de demain, maintenir un lien avec l'élève au travers de l'outil, aussi avec le format des questions. C'est-à-dire que j'ai reçu d'autres questions depuis tout à l'heure. Donc par exemple là, j'ai reçu d'autres questions que j'ai pas traitées de la part des élèves.
Donc je peux très bien dire aux élèves en fin de mon cours, vous continuez à travailler sur ce support en ligne et puis les questions que vous m'enverrez, je les traiterai en ouverture du cours prochain. Alors, ça c'était ce que voyait l'élève. Je vais maintenant passer à ce que voit l'enseignant. Donc On on va, va sur un autre accès. Hop. on va aller sur ce que l'on appelle le studio de YouSlide. Là, il faut que je me connecte. Voilà. Euh, Et je vais vous montrer ce que moi je voyais, que vous n'avez pas vu pour l'instant. Et je vais vous montrer comment on crée tout ça. Alors rapidement, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Merci. Alors, ici j'arrive dans le studio du slide et donc j'ai pour l'instant dans mon contenu une présentation, celle qui vient de me servir pour la démo d'aujourd'hui. Donc quand on est dans le studio, voilà ce que l'on voit. Ici j'ai une frise qui reprend tout le contenu que je vous ai montré. D'accord. Je me suis déplacée dans le contenu avec les flèches gauche-droite que vous avez là. Je peux aussi choisir de me déplacer de façon non linéaire en utilisant la frise ici avec tout le contenu que j'avais chargé au début. Alors, si on crée une nouvelle présentation, donc je retourne dans ma page d'accueil du studio, je vais créer une nouvelle présentation, hop, et je vais lui donner un titre. Le titre que je vais donner à ma présentation, là, c'est un titre, ce nom de présentation génère l'URL que je vais donner à mes participants. Donc ici, vous voyez, au fur et à mesure que j'ai tapé, j'ai renseigné slide.io / ce que j'ai tapé. Donc je peux créer l'URL et qu'elle ait du sens pour les participants, ça va pas être X majuscule A 36. Je la crée. Voilà. Et donc j'arrive dans une présentation qui pour l'instant n'a pas de contenu. Dans ma frise ici, j'ai rien. L'outil me propose de venir en ajouter. Donc par défaut, YouSlide a ouvert le panneau ajouté qui est symbolisé par le plus ici dans la barre d'action. Vous voyez que sur le plan visuel, graphique, on est assez proche des codes de ce que l'élève voit. Évidemment, il y a nettement plus de possibilités d'action quand on est du côté enseignant. Donc l'idée, c'est d'aller mettre du contenu dans cette présentation qui est vide. Les formats qu'on peut importer dans YouSlide sont des formats PDF, images, vidéo, on peut ajouter un lien vers une autre page web et ajouter une page QR code qui donne toute la procédure de connexion pour les élèves. Si je prends l'exemple d'un document, mon support de cours, PDF, j'en ai préparé un ici, que j'ai édité avec PowerPoint. Je l'ai enregistré sous PDF et ce support, je viens le charger dans la frise ici en bas. Donc au fur et à mesure qu'il va se charger, il va renseigner les vignettes ici. Donc je peux venir charger un document, 2 documents, 10 documents et chaque page qui faisait mon document de départ va venir être chargée dans l'outil du slide et chacune est indépendante de la suivante et de la précédente, donc je peux venir ajouter du nouveau contenu dans ce support de départ. Oui, on peut intercaler des nouveaux. Je me sers pas de cette page vide puisque je suis venu insérer. Voilà. Donc j'ai chargé un contenu qui contenait 4 pages et les éléments, je peux les réorganiser comme je veux dans la frise ici. Et puis sur ce support de départ, je vais venir intégrer des temps d'interactivité que cette fois-ci je vais éditer avec l'outil YouSlide. Je ne les importe pas d'ailleurs, je les crée directement avec l'outil. À choisir parmi la liste d'activités qu'on voit ici. Je vais en créer une activité pour que vous voyez un exemple. Donc, ici, j'ai l'énoncé de ma question. Ça, c'est un format question à choix unique, donc qui attend une bonne réponse. Donc, j'insère ici mes propositions de réponse. Je peux en mettre plus ou moins, hein, selon le format que je souhaite proposer à mes élèves. J'indique où se trouve la bonne réponse. Je valide. Et là, je viens d'intégrer un quiz entre la page 3 et la page 4, la page 2 et la page 3 de mon document d'origine. Donc je viens d'ajouter une page dans ma présentation qui est donc un quiz, ici. Donc voilà comment fonctionne le studio. On insère du contenu et dans ce contenu, on va venir insérer des temps d'interactivité. Et quand on va jouer la globalité du contenu, on va jouer de façon linéaire les slides qui vont donc être en plein écran sur l'écran du participant, sur laquelle il va pouvoir l'élève prendre ses propres notes et puis sur lequel je vais pouvoir aller le solliciter pour
vérifier qu'il a bien compris, pour lui demander d'amener de la nouvelle matière dans le cours, etc. Donc, du point de vue prof, c'est une interface lisible. Il y a pas énormément de questions à se poser sur ce qu'on doit faire pour amener du nouveau contenu. Et puis, on peut proposer des paramétrages dans l'outil, alors des paramétrages graphiques, on peut renommer la présentation, et on peut venir activer ou désactiver les fonctionnalités qui ont été données sur ce compte-là. Par exemple, est-ce que je veux que mes élèves puissent prendre des notes? Et moi-même, d'ailleurs, je peux aussi avoir, comme dans PowerPoint, mes notes d'enseignant à moi. Quand je joue le cours, je retrouve mes notes, donc on se bête, sur un seul écran. Donc l'idée ici, c'est d'aller activer ou de désactiver les fonctionnalités. Ici, par exemple, celle-ci, c'est une fonction qui permet d'imposer la connexion. C'est-à-dire que j'impose à mes élèves qu'ils soient identifiés sur l'outil. Ce qui n'est pas du tout obligatoire, donc, parce que on ne le fait ça que quand il y a un intérêt pédagogique à le faire. Si on n'a pas besoin de savoir qui est qui, et c'est d'ailleurs très souvent le cas, sauf quand on fait une activité gamifiée, un challenge, on n'a pas forcément besoin de savoir que c'est un tel qui a répondu. Donc c'est pas une étape qui est rendue obligatoire. Voilà. Une fois que j'ai mis tout mon contenu et que j'ai paramétré la présentation selon ce que j'ai envie de faire, je publie la présentation. À partir du moment où elle est publiée, elle existe sur Internet. Donc le lien que j'ai créé tout à l'heure existe sur Internet. Et pour la jouer avec mes élèves, c'est-à-dire que ils sont là, ils sont avec moi, et quand je lance le live, ce que je viens de faire, à partir du moment où je fais ça, et que je change les pages ici sur mon interface de studio, je change aussi les pages sur l'interface élève. Et là, je joue mon cours. On déroule la séquence, on déroule le cours. Voilà. Okay. Alors, je regarde si vous avez posé d'autres questions. Ah ben non, on n'est plus sur la même présentation, donc je ne les vois pas. Mais si vous en avez, laissez-les, avec votre nom et votre prénom si vous voulez que j'y réponde. Et sinon, je vous remercie à tous d'avoir participé. Voilà, bah écoutez, on a fait une présentation assez concise et assez complète de ce produit. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous remonter vos demandes et on vous remercie. Merci. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir.